On peut applaudir les conférenciers pour commencer cette conférence, voilà. Et on vous laisse animer. Merci. Bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence qui va être axée principalement sur la rénovation globale d'immeubles. Là, on ne va pas parler de la petite rénovation, petits travaux d'entretien, mais vraiment de la transformation d'un immeuble de pied en cap, et qui est une opération un petit peu différente des travaux d'entretien, disons, ordinaires. Travaux d'entretien ordinaires, on définit ce qu'il y a à réparer, on récolte l'argent, le syndic donne le feu vert, et ensuite on paye les travaux, et voilà. Mais là c'est un petit peu la différence qu'il y a entre piloter votre voiture, vous asseyez dedans, vous démarrez, et voilà. Et là, on va plutôt faire décoller un Airbus. On va beaucoup passer de temps dans le cockpit avant de décoller. Donc on va passer du temps à voir tous les boutons et toutes les jauges du cockpit. Alors dans l'Airbus, on a d'abord un pilote. Le pilote, c'est le syndic. Le syndic ici, c'est Monsieur Garrigos. Si vous voulez bien lever la main, Monsieur Garrigos. Hop, voilà. Là, c'est un syndic professionnel. Alors vous avez aussi, ça peut être le syndic non professionnel. Vous avez Madame Carbier, qui est copropriétaire comme vous et syndic bénévole. Et puis ensuite, vous avez dans le cockpit, il y a un copilote. Le copilote, c'est l'AMO. Madame Mekrebi, qui travaille pour Énergie Pulse, l'AMO, qui sert à aider le syndic à verrouiller tout ce qu'il y a à verrouiller et qui a une expertise financière aussi. Et puis enfin, à la fin, quand tout est prêt dans le cockpit, qu'est-ce qu'on fait? On met du carburant dans l'avion et là, eh bien, on fait appel aux banquiers pour mettre de l'argent dans le projet. Voilà, donc là, vous avez Monsieur Berfini, qui est responsable des copros et bailleurs à la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne étant la banque, une des banques les plus spécialisées pour les prêts en copropriété. Donc là, vous avez l'équipage complet. Alors moi, vous direz, mais moi, je ne fais rien. Moi, je fais l'hôtesse de l'air, c'est tout. Alors, je suis Marie Brulon, juriste à l'ARC. Et je suis très fière de ce plateau qui va vous expliquer comment faire une rénovation lourde. Alors, on va rentrer dans notre... Alors, premièrement aussi, comme il va falloir se concentrer un petit peu, parce que le décollage d'Airbus, c'est un petit peu plus technique que s'asseoir. Donc, du coup, je vais vous demander un petit peu de concentration, au moins au début. Et puis ensuite, si vous avez des questions, et c'est normal, vous arrivez avec des questions, et c'est tant mieux, eh bien, vous les gardez pour le moment, bien au chaud. Peut-être qu'on en aura répondu à vos questions dans le cours de l'intervention. Dans ce cas-là, très bien. Et si on n'a pas répondu dans le cours de l'intervention, alors vous nous les poserez à la fin, où il y aura une bonne demi-heure d'échange avec vous. Et là, on répondra à tout ce que vous voudrez bien nous demander, si on peut. Voilà, d'accord ? Donc, on essaye de ne pas lever la main toutes les 5 minutes, sinon on va se perdre. Hein. On ne pourra plus manœuvrer notre poids lourd de rénovation lourde. Alors, pourquoi on veut démarrer une rénovation lourde? Il y a plusieurs raisons, il y en a plein. Donc là, on vous en a mis un petit peu sur la diapositive. Pérennisation du bâtiment. Bon, ça, vous me direz, pérennisation, ça veut dire qu'on maintient votre bâtiment en bon état. Ça pourrait s'appliquer aussi aux opérations simples de travaux. Mais la rénovation lourde peut le faire aussi. Voilà. Respect de la réglementation. Là, vous avez... une obligation, par exemple, si vous faites la rénovation d'une toiture entière ou d'une façade entière, vous avez une réglementation qui s'appelle les travaux embarqués qui vous oblige à faire l'isolation de cette toiture entière ou de cette façade entière, et à moins qu'il y ait des raisons, disons, architecturales ou techniques ou d'ordre économique qui s'y opposent, mais tout est bien défini. Et ça n'empêche pas, même s'il y a des dérogations, il y a quand même une obligation légale d'essayer de réduire la consommation énergétique de nos immeubles. On doit, collectivement en France, on est engagé à diviser par 2 nos émissions énergétiques d'ici 2030. On est fin 2024. Il nous reste 5 ans et presque rien d'autre. C'est très peu et ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette obligation légale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Et c'est pour ça qu'il y a ces réglementations. Donc ça peut être
une des raisons de faire une rénovation globale, c'est de respecter une obligation qui pèse sur votre immeuble à l'occasion d'une rénovation importante. La valorisation du foncier, oui, certainement. Quand vous rénovez globalement un immeuble, vous en augmentez la valeur. Je dirais que vous vous enrichissez de deux façons. La première, c'est que vous augmentez la valeur de votre immeuble, et la deuxième, c'est que vous allez moins dépenser pour y vivre. Votre consommation énergétique va baisser, et donc vos factures de chauffage et d'eau chaude aussi. Économie d'échelle. C'est parfois, bien que ça soit très lourd à monter, c'est parfois plus économique de faire une rénovation, je dirais, de presque tout à la fois, que de faire un petit chantier par-ci, dans 2 ans un autre chantier, dans 3 ans encore un autre, parce qu'à chaque fois, vous mobilisez une entreprise nouvelle, un montage de chantier nouveau, des échafaudages nouveaux, etc. Alors que si vous faites en une fois, les échafaudages sont montés une seule fois, etc. Il y a des économies qu'on peut faire sur un chantier global et qu'on ne fera pas si on fait en perlant. Amélioration du confort, bon là, c'est évident, hein. Un immeuble bien isolé, vous aurez moins froid l'hiver et vous aurez moins chaud l'été aussi, ça compte. Maîtrise des charges de fonctionnement. Oui, les charges notamment de chauffage, d'eau chaude, bien sûr. Et même dans la rénovation, il y a aussi même de l'éclairage, par exemple. On peut passer en LED. Il y a de la ventilation, on aura moins de problèmes de moisissure, etc. Il y a un tas de choses qui se trouvent améliorées par le fait de faire une rénovation globale. La possibilité de financement intéressant. Ah ben ça, on va y revenir tout à l'heure. Là, j'ai 2 experts à ma droite qui vous expliqueront comment on peut avoir des financements intéressants quand on fait une rénovation globale, et plus intéressant quand c'est global que quand c'est par morceaux. Maintenant, comme ce sont de grosses opérations, il y a des contraintes. Complexité technique, ça c'est évident, parce que vous allez avoir dans une rénovation globale déjà plusieurs corps de métier qui vont intervenir, plusieurs corps de métier dans la préparation et plusieurs corps de métier dans l'exécution du chantier. Donc ça nécessite de la conception, beaucoup plus de conception en amont qu'une opération simple de travaux. Il y a beaucoup plus d'intervenants, donc plus de coordination, et aussi besoin peut-être aussi de plus d'expérience, de plus de réflexion. Voilà. Vous avez une complexité juridique parce que, on va y revenir tout à l'heure, mais quelquefois le fait de mettre une épaisseur supplémentaire sur votre immeuble va entraîner des inconvénients avec les voisins, va vous faire changer la forme globale de l'immeuble. Vous allez peut-être dépasser chez le voisin, chose qui est normalement interdite. Donc il y a des moyens de pallier une bonne partie de tout ça, mais ça s'anticipe vraiment en avant. Le coût des travaux, eh ben oui, ça c'est sûr, c'est une contrainte. Ça c'est sûr. Les travaux, ça se finance. Et quand on fait une rénovation globale, c'est évidemment plus cher qu'une opération ponctuelle de travaux. Pour la totalité. Au global, si vous faites la totalité de petits travaux les uns derrière les autres, vous pouvez vous en tirer pour plus cher que la rénovation globale. Mais le problème de la rénovation globale, c'est qu'il faut sortir tout cet argent d'un seul coup. Alors, vous avez des mécanismes de financement évolutifs, oui, ça c'est vrai. Vous partez avec une idée de rénovation globale une année, l'année suivante, les subventions ont évolué, il faut s'adapter, quelles sont les conditions, etc. Donc il faut garder une vigilance sur l'évolution de la réglementation notamment et des subventions en permanence. Et puis enfin la durée longue des projets, ça oui, puisque comme vous avez une longue phase de conception et de coordination avant le premier montage d'échafaudage, évidemment il faut avoir une équipe de conseil syndical et un syndic qui soit motivé, qui ait de la disponibilité en ce qui concerne le conseil syndical et même en ce qui concerne le syndic aussi. Il va falloir mobiliser du temps, de l'énergie et de l'organisation pour que ça se passe bien. Et s'il n'y a ni temps, ni énergie, ni organisation, ne démarrez pas. Il faut vraiment avoir quelqu'un dans l'avion. Voilà. Investissement important des représentants des copropriétaires, oui, et le conseil syndical et le syndic. Il faut un conseil syndical opérationnel et il faut un syndic motivé et également opérationnel. Voilà, on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses. Je vais passer la parole à Madame Carbillet, donc, qui a l'avantage qu'elle était au conseil syndical et
syndic bénévole. Non, Et donc, à l'époque, nous n'étions pas syndic Ah, bénévole. pardon. Justement, on avait un syndic. Elle et est devenue. après, on est passé en syndic bénévole. Voilà, et qui va vous raconter son expérience. Expérience qui n'est pas très positive, mais on tire aussi des enseignements des choses qui ont échoué pour éviter les problèmes. Alors, à vous. Voilà. Donc en fait, moi je suis présidente d'une résidence de 42 lots avec des 7 bâtiments où il y a 6 copropriétaires par bâtiment. Donc on a une configuration un peu particulière. Et la construction date de 1955. Donc ce qui fait que quand le prestataire qu'on avait retenu a fait la présentation en assemblée extraordinaire aux copropriétaires, en fait, il y avait un grand enthousiasme puisqu'on devait atteindre facilement les 35% de gains énergétiques compte tenu de notre configuration. Et c'était miraculeux puisqu'en fait, on devait avoir tout est pris en charge, on nous avançait les subventions et on avait un prêt à taux zéro qui a beaucoup séduit les copropriétaires. Donc on a signé en décembre 2022 le contrat. Alors moi, je n'ai pas vu le contrat puisque c'est le syndic de l'époque qui a signé le contrat. Et en juin 2023, on a eu la restitution de l'avant-projet. Et là, on nous a annoncé, après 2 heures de présentation, que finalement, en fait, ils nous lâchaient parce qu'on n'atteignait que 32% de gain énergétique, parce que 27 copropriétaires sur 42 avaient un chauffe-eau électrique et ça pénalisait dans les calculs. Voilà. Et à partir de là, en fait, nous, on pensait que c'était terminé, mais en fait, non, ils ont voulu refaire une restitution. Enfin bon. Et finalement, on avait payé déjà une première facture et on a une deuxième facture qui est tombée en janvier 2024. Et cette facture, nous, on avait décidé de ne pas la payer, vu qu'on est resté qu'avec un document sommaire de 35 pages d'avant-projet qui n'est pas exploitable. Et il y a eu des retards planning. Et puis, on considère que l'étude a été bâclée. On a eu trois fois des nouveaux interlocuteurs dans cette société. Et donc, notre objectif, c'était de sortir de ce contrat. Donc, on a eu des très bons conseils de l'ARC qui nous ont orientés sur une mise en demeure pour la résolution du contrat. Et donc, il y a une réunion en juillet et ils doivent nous faire un avoir pour ne pas payer cette facture. Donc l'expérience, c'est sûr qu'on est tombé du miraculeux à rien. Donc on est obligé de recommencer une nouvelle étude. Par contre, le problème du contrat, c'est que le cas où il y avait moins de 35% de gain énergétique n'était pas prévu, en fait. Il y avait des phases de coupure dans ce contrat, enfin on pouvait sortir, mais pas dans notre... il aurait fallu sortir tout de suite, en fait. Dès qu'ils nous ont annoncé qu'on n'avait pas les 35%, bon... il fallait arrêter et donc on restait sur la première facture. Là, comme ils ont voulu continuer et nous faire quand même une présentation et ils nous ont rajouté 5 pages dans l'AVP, ils considèrent qu'on tombe dans la deuxième facture. Donc c'est ça le problème, en fait, c'est tout de suite, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dès qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les 35%, hop, il faut stopper. C'est ça, oui, tout à fait. Peut-être expliquer, au fait, je ne connais pas votre projet, je ne connais pas vos liens contractuels avec ce prestataire, mais juste expliquer pour que tout le monde comprenne, on a aujourd'hui, et la plupart d'entre vous le savent sûrement, ce seuil de 35% de gains sur les consommations d'énergie qui permet aux copropriétés de bénéficier de subventions relativement importantes. Et donc ce que vous dites, c'est que dans votre contrat, il était question de faire d'abord cette étude de faisabilité qui devait dire si vous atteigniez les 35% de gains. Non, en fait, nous, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient sûrs qu'on atteignait les 35% dès le départ. D'accord. Et donc, après, il y avait une phase d'avant-projet, ce que nous avons eu avec une restitution. Et ensuite, ils devaient contacter les prestataires. Il y avait un vote après en assemblée. D'accord. Et à partir de ça, on pouvait sortir du contrat à ce moment-là. Mais vous n'aviez pas prévu, du coup, contractuellement, le cas de figure où vous n'atteigniez pas les 35% de gains sur les consommations d'énergie. C'était pas prévu. Et à ce moment-là, il n'était pas prévu, par exemple, et c'est ce qu'on fait généralement sur les projets, c'est peut-être proposer un projet peut-être dégradé par rapport au niveau de gain sur les consommations d'énergie, mais qui répond malgré tout aux besoins en termes de travaux
de la copropriété. Donc ça, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu dans le contractuellement. contrat. Non, c'est ça. Et c'est ça notre problème, en fait. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu stopper tout de suite, dès le mois de juin, fin juin. On a eu la restitution, on n'atteignait pas 35, on ne pouvait pas avoir ma prime rénov', on arrêtait. Et c'est tout notre problème. Voilà. Petite réaction ? On va écouter la réaction du syndic professionnel. Petite réaction, surtout dans les diagnostics, quand ils font la première estimation, ils partent sur tout le monde change. Souvent, si on enlève, on va dire un exemple simple, je vous donne 20% d'économie, on change les fenêtres. Si vous me dites on n'en change que la moitié, vous gagnez plus de 10%. Donc des fois, dans le choix des options faites par les copropriétaires, ils s'amputent eux-mêmes de la subvention. Des fenêtres qui ont 15 ans, même si elles sont en double vitrage, on les change toutes, on a les 20%. Si ceux qui les ont en double vitrage, elles ont 15 ans, ils veulent les garder, forcément, de facto, vous amputez le gain énergétique. Alors, on va peut-être passer à la diapositive qui s'affichait tout à l'heure. En fait, je vais peut-être réagir rapidement à ce que vous dites. Ce que je vois, en fait, c'est ce que vous révélez, ce que votre témoignage révèle, c'est une caractéristique très forte, au fait, de ces gros projets de rénovation énergétique dont l'implication, l'ampleur n'est pas tout à fait comprise par toutes les parties dès le démarrage du projet. Il s'agit de cette différence d'expertise entre d'une part une copropriété maîtrise d'ouvrage qui est par nature non sachante, c'est-à-dire qui ne fait pas des travaux tous les jours et dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas la raison d'être, et d'une part, du coup, cette maîtrise d'ouvrage, et de l'autre, des professionnels, des entreprises qui sont, eux, pour le coup, sachants. Et on attend d'eux, justement, qu'ils soient sachants, qu'ils soient experts dans leur domaine. Cette situation peut générer effectivement de l'incompréhension, des déceptions et parfois aboutir à des situations beaucoup plus regrettables. Lorsque, encore une fois, ce n'est pas compris. C'est-à-dire, je vais prendre les deux parties, puis après je vais dérouler la diapositive. C'est-à-dire, lorsque vous avez des professionnels qui... on va partir du principe que tout le monde est de bonne foi, déjà. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, certains professionnels ne savent pas peut-être toujours vulgariser des notions techniques complexes, expliquer les implications des décisions qu'on va demander aux copropriétaires de faire, expliquer le périmètre de leur mission déjà en amont, c'est-à-dire au moment de contractualiser, au moment de s'engager contractuellement ensemble. Parfois, ces professionnels n'expliquent pas forcément, ne savent pas le faire ou ne le font pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important, n'expliquent pas justement l'implication de leur intervention sur le projet. Et de leur côté, les copropriétaires, parfois, pensent de façon tout à fait, c'est-à-dire ils sont de bonne foi, ils pensent avoir compris, en fait, ce qu'on leur a expliqué en face. Et parfois, ils ne l'ont pas tout à fait saisi, ou ils n'ont pas saisi toutes les implications que ça a sur leur projet. Et donc, cette situation peut effectivement, parfois, déboucher sur des choses assez regrettables sur les projets. Je démarre du coup. Tu veux dire quelque chose ? Je pense juste à la question dont parlait M. Garrigos tout à l'heure, la question des fenêtres. Les fenêtres sont en général privatives, c'est-à-dire que si on les change, les frais de changement de la fenêtre va être imputé privativement aux copropriétaires concernés. Si vous avez 5 fenêtres, vous aurez 5 fois le prix de la fenêtre. Si vous avez 2 fenêtres, vous aurez 2 fois le prix de la fenêtre. Le copropriétaire qui a changé les fenêtres il y a 10 ans se dit « j'ai des fenêtres modernes et je n'ai pas envie de repayer mes 5 fenêtres ». Et donc, il va voter contre le changement général des fenêtres, mais du coup, il va mettre à plat le projet général. Et ça, sans s'en être aperçu. Pour finir sur ce que je disais, alors, il y a aussi des projets, et il faut le dire là, c'est vrai que le retour d'expérience est négatif, et je pense qu'il était important de commencer cette conférence où on parle justement des façons de sécuriser ces projets de rénovation énergétique avec votre témoignage. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des projets, et fort heureusement, qui marchent
Et l'objectif de cette conférence, c'est de vous donner peut-être quelques clés de lecture, de vous dire quelques points d'attention, de vigilance, qui doivent vous permettre justement, en tant que copropriétaire, et notamment en tant que conseiller syndicaux, en tant que syndic aussi, peut-être qu'il y en a dans la salle, la façon dont il faut mener ces projets pour s'assurer qu'ils se passent dans des bonnes conditions, sereinement et avec le moins d'aléas, le moins de difficultés possible. Vous aurez compris qu'en fait, une des recettes du succès, c'est la souplesse. Il faut pouvoir s'adapter à ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Un des problèmes qu'a rencontré Madame Carbier, c'était le manque de souplesse dans le contrat qui était conclu. Et pour les histoires de fenêtres ou pour d'autres travaux, mais l'idée c'est, et si on fait autrement, qu'est-ce qui se passe? Il faut pouvoir avoir des solutions de rechange qui ne vont pas forcément donner lieu aux mêmes subventions, etc. Donc il y a un calcul à faire pour savoir si il est plus intéressant de faire un projet global avec la subvention globale, mais évidemment il y a un surcoût sur telle ou telle chose qu'on change, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une économie sur telle ou telle chose qu'on ne changera pas, du coup, mais par contre, on n'aura pas la subvention globale. Mais il y a aussi des subventions partielles. Bon. Donc, il faut toujours penser à plan A, ça va être ça, et si je fais autre chose, plan B, ça va être quoi? Jamais partir sur un seul plan. Et donc, pour ce faire, il faut savoir qu'il y a une méthodologie, il y a un mode opératoire qui, aujourd'hui, est suivi par les professionnels et proposé par eux aux copropriétaires et qui est aussi diffusé par les pouvoirs publics. Ce mode opératoire doit justement permettre aux copropriétaires d'avancer petit à petit, étape par étape dans leur projet, en s'entourant à chaque étape des professionnels avec les compétences dont ils ont besoin. Et à l'issue de chaque étape, effectivement, un échange plus ou moins formel avec la copropriété pour décider de la poursuite du projet ou pas. Et si poursuite il y a, dans quelles conditions et selon quelles conditions financières, etc. Sur en fait ce que moi j'ai, donc nous on est assistant à maîtrise d'ouvrage, Énergie Pulse, et moi j'ai choisi de vous parler de ce qui doit se passer préalablement à l'arrivée des professionnels. C'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire vous en tant que copropriétaire pour préparer la copropriété et pour vous préparer, vous, membres de conseils syndicaux, à l'arrivée justement de ces professionnels. C'est d'abord vous renseigner. C'est ce que vous faites, par exemple, ce matin, ici, à cette conférence. C'est vous renseigner, c'est prendre l'information là où elle est la plus objective et la plus intéressante. Et j'ai choisi de vous parler, par exemple, des espaces conseils France Rénov', que vous connaissez peut-être déjà, et qui sont donc des établissements publics, qui sont financés par les pouvoirs publics, par les collectivités territoriales, pour vous permettre de comprendre ces projets, l'implication de ces projets sur vous, la façon dont il faut les mener, par quel bout il faut commencer, en partant de vos besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Quelle est l'urgence dans le cas de votre copropriété? Quelles sont les attentes des copropriétaires? Quelle est l'échéance que vous avez en tête pour la réalisation de votre projet? Et en fonction de ça, ils sont, ça fait partie de leur mission, ils sont là justement, encore une fois, pour diffuser une méthodologie, des outils, et vous expliquer comment démarrer votre projet et comment prendre avec vous tout l'ensemble de la copropriété. Alors, on parlait de méthodologie. Cette méthodologie, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, donc on la connaît aujourd'hui, on a 3 phases qu'on évoque, qu'on explique, nous professionnels, à chaque occasion. Mais cette méthodologie peut s'adapter aussi au contexte des copropriétés. Donc lorsqu'on dit par exemple que globalement on commence par un diagnostic ou un audit, ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple le diagnostic technique global, qu'à l'issue de ce diagnostic, on doit, après une décision de l'Assemblée générale, passer en phase de conception en faisant appel à un maître d'œuvre, éventuellement une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour mener les études qui doivent amener la copropriété à disposer de devis d'entreprise, qu'elle peut à ce moment-là
présenté à une nouvelle Assemblée générale qui doit approuver à ce moment-là la réalisation des travaux. Et ce n'est qu'à ce moment-là, qu'à partir de ce moment-là, qu'on peut effectivement démarrer les travaux. Alors, en réalité, cette méthodologie s'adapte aux besoins des copropriétaires. Simplement, il faut le savoir. Et donc, il faut savoir poser les bonnes questions aux professionnels. Et les professionnels, de leur côté, doivent aussi en être conscients et être en mesure, justement, de proposer peut-être des adaptations à cette méthodologie en fonction du projet, en fonction des attentes des copropriétaires. Donc, tout ça nécessite beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges et une communication qui n'est pas toujours facile de mener de part et d'autre. C'est-à-dire pour les professionnels, on n'est pas toujours sûr de comprendre les attentes des copropriétaires parce que parfois les copropriétaires ne les expriment pas de façon suffisamment claire. Le rôle de ces espaces conseils France Rénov', par exemple, c'est justement de faciliter ce dialogue, par exemple. Vous avez aussi des assistances à maîtrise d'ouvrage qui peuvent intervenir dès la phase préparatoire, lorsque c'est nécessaire, lorsque le sujet est vraiment complexe pour la copropriété. Et cette assistance, ces prestataires sont là aussi pour vous aider à mettre de l'ordre dans la réflexion et savoir comment, dans quel ordre, mettre les choses pour mener le projet. Donc toute cette phase préparatoire, elle implique de s'intéresser au sujet. Donc là, je parle des conseillers syndicaux, ce qui veut dire un investissement en temps, en énergie, qui n'est pas négligeable. Et c'est ce que disait tout à l'heure en préambule Marie. Je pense que ça, c'est le deuxième point qu'il faut peut-être, avant d'aller chercher les prestataires, en être conscient. C'est-à-dire que et je pense qu'il y a beaucoup de conseillers syndicaux dans la salle, ces projets sont par définition complexes techniquement, ils sont lourds financièrement et ils sont menés dans le temps, c'est-à-dire ils sont longs en fait à mener. Et donc pour le conseil syndical et pour le syndic, la première chose pour éviter les frustrations et les déceptions, c'est d'être conscient de cet investissement qui vous sera demandé justement tout au long du projet. Après, il y a des choses aussi de l'ordre justement de la préparation qui sont inhérentes à la copropriété elle-même. Et là, il s'agit, c'est les points 3 et 4, il s'agit de s'assurer que la copropriété est prête à porter ce projet. Donc, ça implique deux choses principalement. Ça implique que la copropriété justifie d'un fonctionnement sain, d'une gestion saine. Ça veut dire des organes de gouvernance qui sont présents et qui fonctionnent correctement, qui savent se parler. Donc, c'est le syndic, d'une part, et d'autre part, les représentants des copropriétaires, donc le conseil syndical. D'autre part, il faut que, le deuxième point pour la copropriété, il faut que la copropriété soit prête financièrement pour porter ce type de projet. Et donc, et là, on le voit très souvent, on a des copropriétés qui se précipitent parfois parce qu'elles ont des urgences aussi, sans se préoccuper de la situation financière, de leur situation financière. S'il y a beaucoup d'impayés, s'il y a beaucoup de copropriétaires débiteurs, s'il y a des procédures en cours à l'encontre de copropriétaires débiteurs ou à l'encontre de fournisseurs, ça, ce sont des points qui peuvent ralentir un projet de rénovation énergétique. Et c'est des points aussi qui peuvent mener le projet peut-être à être arrêté ou à être revu dans ses priorités. Je fais juste une parenthèse. Si vous avez des impayés, des trous dans la caisse, etc., il ne faut pas croire que parce que vous allez avoir plein de subventions, ça va combler le trou. Ce n'est pas ça du tout. Il faut assainir d'abord. C'est ça. Donc, il est important nous, assistants à maîtrise d'ouvrage, nous, professionnels de façon générale, on fait attention à ça. C'est-à-dire, on ne va pas travailler, construire un projet ambitieux si la copropriété n'est pas prête, si la copropriété a des problématiques plus profondes, plus compliquées, qu'elle doit d'abord assainir, elle doit d'abord lever ces obstacles avant
de venir chercher les prestataires. C'est-à-dire, idéalement, avant même que vous commenciez à chercher des devis d'assistants à maîtrise d'ouvrage ou de devis de maître d'œuvre, il faut d'abord se poser la question de savoir si la copropriété est prête et si ses comptes sont suffisamment propres pour qu'on puisse construire justement un projet de travaux ambitieux. Et ça, c'est un point parfois de blocage aussi, M. Perfini en reparlera après, y compris pour la mise en place des prêts. Alors c'est ce que je disais, Marie, les subventions, c'est souvent je ne vais pas dire le premier, mais c'est une des motivations des copropriétés pour s'embarquer dans un projet de rénovation énergétique. Alors nous, ce qu'on dit aux copropriétés, c'est on comprend cet intérêt, cette motivation, et en même temps, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de s'assurer que les travaux répondent aux besoins des copropriétaires. Ah, ça semble évident, mais on ne fera pas faire des travaux à une copropriété simplement parce qu'il y a des subventions. Il faut aussi que les travaux répondent à un besoin d'entretien, de maintenance, d'amélioration. Alors, juste pour bien dire les choses, moi, quand je démarre et que j'en parle, je connais bien mes copropriétés, j'ai mes conseillers, j'en ai 2-3 dans la salle déjà. Il faut avoir les pieds sur terre. Et le conseil syndical qui s'implique le sait. Le syndic connaît aussi l'immeuble. On part de 2 situations. L'immeuble, qu'est-ce qu'on peut en faire? On ne fait pas devenir un âne un cheval de course. Donc, il faut bien regarder jusqu'où on peut aller. Et de l'autre côté, il ne faut pas rêver. Il faut d'abord voir la capacité financière et jusqu'où on peut monter. Et de cette première étape, avec les conseillers syndicaux, on voit, et l'expérience qu'on a, on peut déjà vous orienter sur le projet de demain. Mais dès le départ, c'est vraiment une analyse qu'on a, moi j'appelle un APS en maîtrise d'ouvrage public, un avant-projet sommaire, où on fait d'abord l'analyse financière de toute la copropriété et en même temps du bâti. Je dirais que notre expérience nous permet de pouvoir vous dire où on peut aller. Des fois, on peut hésiter en disant attention, là, on est limite, mais souvent, on sait jusqu'où on peut aller. Parce que n'oubliez pas, subvention ne veut pas dire paiement des travaux. C'est une simple participation. Même importante, mais c'est une participation. C'est ça. Est-ce que le point crucial pour que le projet soit viable, c'est la disponibilité de la trésorerie sur lequel, donc ça c'est un point très important sur lequel on travaille, la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage surtout, pour permettre aux copropriétaires, donc c'est ce que disait M. Garrigos, la subvention c'est une motivation, c'est aussi c'est ce qui fait parfois basculer le vote en assemblée générale. Donc c'est ce bonus qui permet de réduire le reste à charge à terme des copropriétaires, mais il ne faut pas oublier que cette subvention participe rarement, voire jamais, au financement des travaux, au paiement des entreprises. Or, c'est ce qui est important finalement. Et là-dessus, on travaille beaucoup sur des prêts collectifs. Et ces prêts collectifs doivent justement permettre aux copropriétaires de disposer, encore une fois, de la trésorerie qui doit leur permettre de payer les travaux et donc de faire le projet. Donc la préparation des financements, c'est ce que je vous dis, en fait, depuis tout à l'heure, cette préparation au financement ne se fait pas le jour de l'Assemblée générale de vote des travaux. Vous l'avez compris, ça se fait peut-être même avant d'aller chercher les prestataires qui doivent travailler sur le projet. Elle commence dès la préparation en amont par le conseil syndical, par le syndic, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de débiteurs, à ce que les copropriétaires soient à jour du paiement de leurs charges, à identifier les problématiques, les difficultés suffisamment en avance. Et puis enfin, la communication. Et ça, la communication, on en a parlé tout à l'heure avec le témoignage, avec votre témoignage, on en a parlé depuis. C'est un point qui reste crucial pour réussir un projet. Et quand on parle de communication, ce n'est pas simplement la communication entre la copropriété et ses prestataires, c'est aussi la communication entre les prestataires et la communication vers les copropriétaires. Les éléments de communication en fonction de l'événement, en fonction de l'occasion, ne sont pas les mêmes. Donc quand on vient porter le projet auprès des copropriétaires, l'idée c'est de le faire de façon claire, simple,
pour justement qu'ils soient en mesure de comprendre, encore une fois, le projet et de décider s'ils souhaitent avancer, d'une part, et puis après, le jour J, peut-être de décider s'ils souhaitent faire les travaux ou pas. On peut passer à la diapositive suivante. Bon, la première étape, une fois qu'on décide qu'on va préparer quelque chose, c'est effectivement sécuriser la qualification des professionnels, c'est-à-dire qu'il va falloir s'entourer. Vous avez compris, Mme Ekribi vous l'a dit, nous les copropriétaires, nous ne sommes pas des professionnels, mais il faut pour ce type de projet s'entourer d'une équipe de professionnels, et donc autant prendre des professionnels qui vont convenir à la copropriété. Pour la conduite des travaux, évidemment, il vous faut un maître d'œuvre. Là, vous avez le choix entre soit un maître d'œuvre simple, soit un architecte. C'est clair que pour ce type de projet où il y a beaucoup de coordination entre entreprises différentes ou au moins entre corps de métiers différents, il est préférable de prendre un architecte qui aura une vision plus synthétique du chantier et qui a aussi une qualification plus élevée. Alors oui, un bureau d'études est parfois nécessaire, surtout un bureau d'études thermique, parce que peut-être le premier élément qu'il va falloir investiguer avec vraiment de la précision, et c'était une des choses qui, vous l'avez vu, a fait échouer le projet chez Mme Carbillet, c'est qu'il va falloir évaluer si, oui ou non, l'immeuble va pouvoir faire 35% d'économie d'énergie. Et ça, pas 34%, pas 32%, 35%. Et pour ça, d'abord, il y a beaucoup d'immeubles où, architecturalement, compte tenu de l'immeuble tel qu'il est, il ne sera à la fois ni nécessaire ni possible de faire 35% d'économie d'énergie. Si vous avez un immeuble qui est déjà performant, vous n'y arriverez jamais à faire un tiers d'énergie comme ça. Et tant mieux pour vous si vous avez un immeuble performant, mais vous ne ferez pas une rénovation globale, ça c'est certain. En tout cas, pas une rénovation subventionnée. Pourquoi ? Parce que votre immeuble est déjà bon, tout simplement. Ça dépend aussi des matériaux dans lesquels sont faits vos immeubles, etc. Il y a des matériaux, notamment dans les immeubles anciens, qui sont déjà performants et où on n'obtiendra pas les 35% pour diverses raisons architecturales. Là, je vous renvoie aux conférences d'architecture. Il y en a une cet après-midi, par exemple, sur la coordination justement entre les acteurs de rénovation, qui sera menée par un architecte. Ce sont des questions là, techniques. Il faut savoir en quoi sont construits vos immeubles et comment ils fonctionnent. Parce que contrairement à ce qu'on pense, un immeuble, ce n'est pas une chose inerte. C'est une chose qui fonctionne, qui a une ventilation, une circulation d'hygrométrie, etc. Et en fonction de tout cela, une rénovation avec 35% d'économie d'énergie sera possible techniquement ou pas possible. Donc la première chose, c'est de trouver des professionnels compétents pour vous dire si le projet, tel qu'il est, a une chance d'aboutir ou si ce n'est pas la peine, ou s'il n'y a pas de chance du tout que ça marche. Voilà, ça vous évitera de vous engager dans des voies sans issue. Bon. Ensuite, vous avez, si on voit que le projet a du sens, que l'immeuble ne peut qu'en être bonifié et qu'on peut aller en avant, à ce moment-là, vous ferez appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider à faire le montage de l'opération, et notamment le montage financier. Alors, vous allez vérifier les compétences, etc. Il faut beaucoup demander des références, de l'expérience, des gens à qui vous allez demander cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, après, vous avez la phase entreprise. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, mais on a pris un architecte. Oui, ça, d'accord. L'architecte, il va vous chercher des entreprises, mais ça ne dispense pas le conseil syndical d'exercer sa vigilance, non pas tant sur la compétence de l'architecte, mais sur les compétences des entreprises elles-mêmes, voir ce qu'elles ont déjà fait, ne pas hésiter à se déplacer, aller voir des immeubles qu'elles ont déjà rénovés, se rendre compte si ce qu'elles ont déjà fait correspond à la fois aux désirs et aux besoins, aux désirs des copropriétaires et aux besoins de l'immeuble. Vous voyez, il y a en quelque sorte une phase de définition à la fois de ce qu'on veut faire et de ce que l'entreprise sait faire. Et ça, l'architecte ne va pas faire tout ça. Lui, il connaît un professionnel compétent et il va vous l'amener, et voilà. Mais la phase de définition de ce que vous voulez faire, il ne va pas le faire à votre place. Donc ça se fait en confrontant la qualification des entreprises qui sont proposées avec ce que vous voulez faire. Tu veux peut-être dire un mot sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comment on trouve vraiment là ? Je ne sais pas quoi dire.
On peut avancer. Alors ensuite, une fois qu'on a bien défini le projet avec l'AMO, avec le syndic, qu'on voit où on veut aller, que le projet est possible, etc., on commence à avoir une idée en conseil syndical de ce qu'il faudrait faire. Dans ces cas-là, il va falloir maintenant, je dirais, un petit peu ajuster le projet de manière plus précise. Il va falloir dimensionner les travaux. Donc ça se voit avec le syndic d'abord. Dimensionner aux besoins de l'immeuble, bien sûr, mais dimensionner aussi à vos moyens financiers et à ceux qu'on peut obtenir. Ce n'est pas la peine de s'élancer à faire des travaux qu'on ne pourra pas financer. Donc il y a plusieurs discernements à opérer du coup. Et là-dessus, si je peux ajouter, ça c'est un point de contrôle récurrent tout au long de la conduite du projet. C'est-à-dire au fur et à mesure, peut-être qu'on en reparlera cet après-midi d'ailleurs de façon plus détaillée, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les études, l'idée c'est d'avancer sur la conception même du projet de travaux techniquement, mais tout en ayant en tête toujours cette dimension justement, ce qu'on appelle nous chez Énergie Plus, la faisabilité financière, c'est-à-dire est-ce que les travaux, évidemment, est-ce qu'ils répondent aux besoins et aux attentes des copropriétaires? La question qu'on se pose aussi tout au long de la conception, c'est est-ce qu'on reste toujours dans les moyens financiers des copropriétaires? Donc on ne fait pas comme une opération de travaux standard où on dit voilà il faudrait faire ça et on va le financer comment, on fait comme si. Non, là c'est l'inverse. On va dire qu'est-ce qu'on a comme moyens financiers et en fonction de ça, on va contribuer à la définition de ce qu'il faut faire. Parce que c'est une aventure où on risque de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Donc cet argent, il va falloir le trouver soit dans les subventions, soit dans les prêts. Et il faut dimensionner l'enveloppe de façon qu'elle soit évidemment supportable pour tout le monde et en réfléchissant aux moyens disponibles. Bon, on va revenir avec M. Berfini tout à l'heure sur les moyens disponibles, mais il faut avoir une réflexion financière avant de décider quoi que ce soit. Il faut d'une part une réflexion technique, bien sûr, avec l'architecte, mais la réflexion financière doit être en amont tout de suite. Il ne faut pas non plus, l'architecte, c'est normal, son métier, c'est de concevoir des beaux projets. Donc, il va s'élancer, vous faire un beau projet, mais si votre beau projet n'est pas finançable par vous, eh bien, ça ne sert à rien. Lui, il aura perdu son temps, et vous, l'argent que vous aurez mis à le rémunérer. Donc, les deux doivent travailler, beaucoup de communication, et définir ensemble ce que vous voulez, et ce qui est possible. Ensuite, vous avez les aspects juridiques. Ça, je vais y revenir dans une minute de manière plus détaillée. Vous avez pour la plupart un plan pluriannuel de travaux, sauf pour les petites copropriétés où là, ça sera l'année prochaine. Dans le plan pluriannuel de travaux, vous avez fait sans doute la décision déjà de décider tel ou tel travaux, ou alors de ne rien faire, ça c'est votre choix. Mais si vous avez des projets de rénovation d'ampleur, il est bon d'utiliser ce véhicule pour constituer éventuellement sur plusieurs années une épargne collective. Ce que vous versez au fonds de travaux va être épargné pour financer vos travaux futurs, ne sera pas restitué en cas de cession de l'eau. Et oui, je vois que c'est... Mais c'est le but. Le but est de constituer une cagnotte collective. Parce qu'avec le système précédent, avant le fonds de travaux, on pouvait créer des avances travaux, d'ailleurs on peut toujours, mais on crée une avance travaux, puis un copropriétaire disait je vends mon lot, vous me rendez tout. Et la copropriété avait perdu son épargne. Enfin, au moins en proportion des tantièmes de la personne. Donc si vous en avez 3 ou 4 qui font ça, il n'y a plus d'épargne. Donc c'est pour ça que le fonds travaux a été créé, c'est de façon à permettre des projets d'ampleur, qui peut-être ne vont pas se financer en un exercice, et peut-être même pas en 2, mais peut-être en 3 exercices. Et on vous a dit tout à l'heure, ce sont des projets longs. Ils sont longs, pas seulement dans la phase de travaux proprement dite, ils sont surtout longs dans la phase de conception. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de l'argent de côté, concrètement. Ensuite, vous avez la communication, on en a parlé, et enfin, il faudra préparer les résolutions d'assemblée générale en fonction des différentes phases que vous aurez prévues. Il y aura les résolutions, évidemment, de vote de mission déjà d'études au départ, puis ensuite de mission de travaux. Ça prendra plusieurs assemblées générales. Vous aurez plusieurs phases d'assemblée générale. Et vous avez aussi les résolutions sur les financements à réfléchir dès le début.
Est-ce que vous aurez besoin de constituer une épargne collective plus consistante? Est-ce que vous avez besoin d'ajuster votre pourcentage de cotisation au fonds de travaux, par exemple? Pendant combien de temps? Etc. Vous voyez que ça nécessite un plan de financement, parfois sur plusieurs années. C'est à faire avec le syndic. On va passer à la diapositive suivante. Merci. Sécurisation juridique. Donc, oui, je voulais vraiment régler, il faut régler avant tout vote de travaux la question de l'empiètement. Je veux bien la diapositive suivante encore, s'il vous plaît. Voilà, merci. Là, vous avez une image extraite de cadastre. Vous avez un immeuble que vous voyez, là, qui porte un petit numéro 9. Cet immeuble, si on veut lui faire supporter une isolation thermique extérieure, on va devoir mettre un espèce de manteau en isolant avec un revêtement ensuite contre la pluie à l'endroit de la flèche bleue. Voyez ? Or, il se trouve que vous voyez avec une ligne noire la limite de la parcelle de cet immeuble. Donc ça veut dire que si on lui met 15 cm ou 20 cm d'isolant par-dessus, on va empiéter sur la parcelle 7B, là, celle qui est à côté, l'immeuble d'à côté, on va empiéter sur son espace aérien. On va en gros s'installer chez le voisin pour 15 cm d'épaisseur. Bon, alors ça, normalement, c'est pas permis. On n'a normalement pas le droit d'aller s'installer chez le voisin. Cela dit, comme l'isolation thermique extérieure est un des moyens les plus puissants pour parvenir à la rénovation thermique des immeubles, le législateur a souhaité créer une exception qu'on appelle le droit de surplomb, uniquement pour l'isolation thermique extérieure. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Là, vous avez le premier, c'est un immeuble. On vous montre ce qu'on a droit de faire avec le droit de surplomb. Vous avez le droit d'installer jusqu'à 35 cm d'épaisseur, mais seulement jusqu'à 2 mètres du sol ou 2 mètres de l'héberge, c'est-à-dire 2 mètres du toit du voisin si le voisin est plus petit. Vous voyez ? Alors, 35 cm, c'est en général très suffisant pour faire une isolation thermique extérieure. Attention que par contre, il faut compter votre épaisseur complète, c'est-à-dire pas seulement l'épaisseur de l'isolant, mais aussi celle du bardage ou du revêtement que vous mettrez par-dessus ou de l'enduit. Donc il faudra demander à l'architecte combien ça va mettre d'épaisseur. Et ensuite, vous voyez que dans le deuxième cas où on a un immeuble voisin qui donc vous fait que vous ne devez isoler que le haut, vous allez avoir une tranche de 2 mètres où vous n'avez pas le droit de vous installer. Or, si votre immeuble est assez peu plus élevé que le voisin, vous avez par exemple seulement un étage de plus élevé que le voisin. Si vous avez 2 mètres non isolés, parfois ça ne vaut même plus la peine d'isoler ce pignon-là. Donc, et pareil, quand il s'agit du sol, il peut se faire qu'au point de vue de l'isolation, et ça doit rentrer dans vos calculs de vos 35%, qu'il soit plus intéressant de pouvoir isoler plus bas que ces 2 mètres. Sauf que si vous devez isoler plus bas que ces 2 mètres, vous allez sortir du droit de surplomb. Et là, il va falloir trouver un accord impérativement avec le voisin. Parce que vous allez l'envahir sur 15 cm. Et donc, il faudra payer en gros une indemnité, soyons clairs. Ou alors un échange de bons procédés. Si le voisin a besoin lui aussi de s'isoler et qu'il a besoin que vous l'autorisiez à déborder chez vous, sur l'arrière par exemple, pour isoler, on peut dire donnant, on vous autorise, vous, à isoler à cet endroit-là, mais nous, vous aurez droit d'isoler à votre tour sans rien payer non plus. Voilà. Donc, soit on fait un accord de bon service, soit on paye quelque chose au voisin pour l'envahir s'il est d'accord, parce qu'il a aussi le droit de dire non. Et pour plusieurs raisons. Alors, si vous voulez bien la diapo suivante, merci. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On fait d'abord une notification du projet par lettre recommandée au voisin. Donc ça, c'est le syndic qui fait la lettre recommandée. Dans la lettre recommandée, il y a toute une réglementation sur ce qu'on doit mettre dedans. On doit préciser ce qu'on veut faire, à quel endroit, etc. Mais cette lettre recommandée, à partir du moment où elle est reçue par le voisin, que le voisin soit une copropriété ou un propriétaire individuel, ça donne le point de départ de la procédure pour pouvoir profiter du droit de surplomb. Et vous voyez, je vous l'ai mis en bas, cette procédure, elle peut durer jusqu'à 6 mois. C'est pour ça qu'il faut se préoccuper de cette question, de savoir si je vais devoir empiéter chez le voisin. Il faut s'en occuper quasiment dès le début. Parce que si c'est le cas, et qu'il y a une résistance du voisin, résistance qui peut être tout à fait légitime, parce qu'après tout, il est chez lui,
eh bien, ça va mettre du temps à régler le problème. Donc, vous notifiez. Ensuite, enfin, votre syndic notifie. Ensuite, vous avez une phase de négociation. On va négocier sur le principe du surplomb. Est-ce que vous me permettez d'empiéter chez vous? Et on va négocier sur l'indemnité. Est-ce que vous voulez bien? Je vous offre combien? Et là, bon, c'est la discussion de marchand de tapis, hein, soyons clairs. Bon. Et vous négociez aussi sur l'indemnité de chantier. Ça, c'est autre chose. Quand vous allez vous installer chez le voisin, vous allez mettre un échafaudage chez le voisin. Donc concrètement, il va quand même être embêté, le voisin. Hein. Il va avoir vos ouvriers qui passent, les matériaux, les échafaudages qui empiètent chez lui. Voilà, s'il a par exemple un parking en bas, ses voitures ne pourront pas se garer. Enfin, et c'est vrai, vous pouvez faire un vrai trouble de jouissance chez le voisin, soyons clairs. Donc ça s'indemnise aussi. Là aussi, on discute, marchand de tapis. Bon, c'est les syndics qui discutent avec les conseils syndicaux. Bon. Ensuite, on doit avoir une assemblée générale qui est convoquée par le syndic pour discuter et voter. Est-ce qu'on donne un accord? On a trouvé le conseil syndical et les syndics des deux immeubles ont trouvé une solution, mais il faut la proposer à l'AG. C'est quand même les copropriétaires à la fin qui vont décider si ça leur va. Surtout qu'il y a quelque chose à payer en général. Bon. Donc on vote. Mettons qu'on soit d'accord sur le surplomb. Donc ça, c'est la solution verte en haut. On a un accord. À ce moment-là, on va aller chez le notaire. Le syndic, ou les syndics, si c'est une autre copropriété à côté, les syndics vont chez le notaire. Celui qui veut isoler va payer d'abord. Il va payer chez le notaire pour le surplomb. Et alors, il va payer d'abord pour le surplomb et d'abord aussi un peu pour le chantier. Bon. Et on signe un acte notarié, une convention sur le surplomb. Ça veut dire que vous aurez le droit d'empiéter chez le voisin dans les conditions prévues par la convention, sauf si le voisin lui-même a besoin de se surélever et à ce moment-là, vous aurez l'obligation de défaire votre isolation sur la hauteur nécessaire si le voisin doit se surélever. Voilà. C'est pas... Non, vous voyez que c'est un perpétuel, pas tout à fait perpétuel. Si le voisin veut grandir, surélever son immeuble, vous devrez enlever, évidemment, sur cette hauteur, votre isolation, qui l'empêcherait de construire. Bon. Si on n'est pas d'accord sur le surplomb, ça c'est la solution rouge, le voisin n'est pas d'accord, peut-être parce que lui, il a un projet de surélévation, justement, ou parce qu'il pense que structurellement, son immeuble ne va pas supporter du tout vos échafaudages par-dessus, ou il peut avoir des motifs légitimes de s'opposer. À ce moment-là, il faut que lui, l'opposant, il saisisse le juge. Et il faut que ça soit fait dans le délai de 6 mois à compter de votre notification. Et le juge statue ensuite par une procédure qu'on appelle accélérée au fond, qui est une procédure rapide. Mais néanmoins, procédure, c'est toujours plus long qu'on ne voudrait, même si c'est rapide. Donc, entre les 6 mois de négociation, plus éventuellement 4 mois de temps pour le juge pour statuer, vous vous retrouvez avec presque 1 an. C'est pour ça que je vous dis que cette question-là doit être vue dès le début. Et pas attendre d'avoir vos accords de subvention et vos travaux bouclés et de dire « Ah ben on va commencer ». Ah ben non, on ne commence pas parce que le voisin n'est pas d'accord. Et j'ai vu des projets comme ça bloqués pendant 1 an et demi parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé la question du surplomb chez le voisin. Et ben c'était embêtant parce qu'ils risquaient presque de perdre leur subvention en plus. Il y a un délai pour exécuter les travaux quand on a les subventions. Donc vous voyez qu'il faut agir en amont là, sur le point de vue juridique. Autre chose, on peut avoir un désaccord, c'est moins grave, sur les indemnités. Ça, si on est d'accord sur le surplomb, on peut signer l'acte notarié rien que sur le surplomb et faire arbitrer les indemnités par le juge. Ça, c'est moins gênant parce que là, on va pouvoir avancer sur les travaux. On sait qu'on les fera. On ne sait pas à quel prix, mais on sait qu'on les fera. Bon. Voilà. Mais ça compte quand même. Oui, je vois monsieur qui hausse les sourcils, il a raison. Ça fait partie du budget quand même. Hein. Mais c'est quand même moins grave. Voilà. Parce que si c'est non sur le surplomb et que le juge dit bah oui, ils ont des motifs légitimes de dire non, bah c'est non, hein, c'est tout. Voilà, donc le droit de surplomb, on a vu. Oui, voilà, je veux bien la suivante, merci. Alors, les servitudes. Il y a des servitudes conventionnelles. Par exemple, il y a par exemple à Paris, c'est assez fréquent, ce qu'on appelle la servitude de cour commune. C'est-à-dire que vous avez plusieurs immeubles qui entourent un espace, et pour assurer à tout le monde de l'air et de la lumière, il est interdit de construire à cet endroit, pour le bénéfice de tous les immeubles qui entourent cet espace. Les immeubles en question peuvent être plusieurs copropriétés. Donc, vous ne pouvez pas empiéter sur cet espace sans convenir un accord avec tous les immeubles qui sont autour de la cour.
Ça, voilà, c'est des servitudes d'interdiction de construire. Bon. Vous avez aussi des servitudes de passage. Donc, je vous ai mis largeur de passage pour véhicules et pour piétons, etc. Il y a des largeurs qu'on considère normales pour le passage. Bon, vous parlerez de ça avec votre syndic et éventuellement avec un avocat s'il faut. On ne peut pas, par exemple, s'il y a une servitude de passage pour véhicule, on ne peut pas la réduire de façon qu'aucune automobile pourrait passer. Attention à vos 15 cm ou vos 20 cm. Si c'est étroit, il faut vraiment vérifier ce point. Parce que le voisin serait en mesure d'exiger son passage et de vous faire démolir votre isolation. Dommage. Bon. Servitude naturelle, et mon exemple est mauvais d'ailleurs, puisque je l'ai mis dans une gouttière, c'est pas bon du tout. Les servitudes naturelles, c'est plutôt l'écoulement des eaux sur un terrain, par exemple. Vous pouvez avoir l'obligation de recueillir les eaux d'un terrain situé plus haut que le vôtre. Et si votre isolation fait obstacle aux canalisations qui collectent cette eau, etc., il va falloir trouver un accord avec ceux du dessus. Bon, vous avez aussi des servitudes de droit public, protection patrimoniale, bien sûr. Hein, si vous habitez Place des Vosges ou Grand Place d'Arras, il est hors de question que vous mettiez une ITE sur votre façade. Là, n'y songez pas. Là, il faut, si vous avez un immeuble qui est soit historique lui-même, soit dans un site historique ou à proximité de monuments historiques, vous demandez l'avis de l'architecte des bâtiments de France avant toute chose quasiment, parce qu'il y a de fortes chances que le projet ne puisse pas se faire, du moins pas comme vous pouvez l'envisager au début. Il va falloir beaucoup d'emménagements et il y a peu de chances qu'on fasse les 35% d'économie d'énergie. Parce que vous avez un immeuble beau ou à proximité du beau, c'est un agrément, mais le beau, ça se paye. Bon, et vous avez aussi le gabarit des constructions du plan local d'urbanisme. Alors là, il y a des aménagements. C'est-à-dire que les plans locaux d'urbanisme prévoient pour les permis de construire qu'un immeuble doit faire telle hauteur, telle largeur, telle profondeur, etc. Votre immeuble, s'il est relativement moderne, a été conçu en respect de ces normes de PLU, mais il se peut que le promoteur qui a construit l'immeuble ait utilisé tout le gabarit que le PLU lui permettait. Donc, si on augmente l'épaisseur de l'immeuble, on sort de ce qui est permis par le PLU. Alors là, ça pose un vrai problème. Du coup, les pouvoirs publics ont décidé d'aménager ça. Mais il faut quand même le vérifier, beaucoup de villes ont eu... la loi prévoit que les villes peuvent prendre des aménagements particuliers pour autoriser le dépassement de gabarit d'un immeuble de façon à permettre l'isolation thermique extérieure. C'est-à-dire que le principe d'interdiction de dépassement de gabarit existe, mais pour le cas particulier de l'isolation thermique extérieure, alors il y a des dérogations au PLU. Il faut vérifier quand même que votre ville a choisi de le faire. Beaucoup de villes, la plupart des villes l'ont fait, mais ça se vérifie. Parce que s'il n'y a pas de dérogation, vous n'aurez pas la permission de dépasser votre gabarit, tout simplement. Hein. Vous avez aussi les problèmes de surplomb de zones publiques, soit surplomb de la rue, surplomb de voies ferrées, de routes, etc. Là, c'est pareil, il y a aussi des aménagements en faveur de l'isolation thermique extérieure. Mais il faudra quand même faire les démarches pour s'assurer, si c'est la SNCF par exemple, qu'elle est d'accord, que le plan local d'urbanisme le permet, etc. Ça, c'est des choses, vous voyez, on est très en amont de la définition de travaux elle-même. Et ce sont des choses qui prennent du temps. Il faut le faire, ça. Parce que si vous ne sécurisez pas ça, votre projet est lancé et vous vous trouvez arrêté en plein élan. Et pour un temps qui parfois est long. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on va passer la place à M. Berfini, qui va vous expliquer ce qu'on peut faire après pour avoir de l'argent pour le projet. Très bien. Bonjour à tous. Comme on l'a vu, la rénovation, particulièrement la rénovation énergétique des copropriétés, on est vraiment dans le temps long et on peut avoir pour, je dirais, pour contrainte de travailler tous un petit peu en silo avec des étapes qui ont été vues auparavant. Et j'ai envie de dire, si on veut vraiment réussir dans tout ce temps long et faire en sorte qu'on arrive à finaliser sur la partie financement une rénovation énergétique, il faut véritablement qu'on ait des échanges et qu'on sorte de ces silos, qu'on soit en échange permanent avec les syndics, les AMO, le conseil syndical, pour s'assurer que la solution financière qu'on va trouver pour pouvoir financer ces travaux soit celle qui correspondait bien aux travaux qui ont été vus et votés en Assemblée générale. Alors,
pourquoi le prêt collectif est-il un levier, je dirais, indispensable pour accompagner le financement en copropriété? Un des premiers critères, j'ai envie de dire, si vous étiez tous dans une même copropriété, vous comprendriez que vous allez avoir tous des profils différents. Plus là, plus haut. Ah, moi j'ai suivi les consignes, il fallait être horizontal, non? Les diapos suivantes. Ça y est, on y est. Alors un prêt collectif, pourquoi il est un levier, je dirais, idéal pour financer les travaux de rénovation énergétique? C'est justement pour pouvoir répondre aux besoins et à la diversité ce que constitue une copropriété. Vous avez des personnes âgées, des personnes, des primo-accédants, des personnes en très bonne santé, des personnes en santé plus fragile. Ben, toutes ces personnes-là, on y arrive. C'est une question d'inclinaison. Ok. Alors, je vais finir par arriver à finir cette phrase. Pour vous dire, donc, le prêt collectif s'adresse à tous. Son avantage, c'est que le financement collectif, c'est un prêt qui est octroyé au syndicat des copropriétaires. Donc, de là, on exclut toute considération d'âge. Il n'y a plus de limite d'âge. Il n'y a pas de questionnaire de santé. On est sur un prêt qui va s'adresser à tous. Mais évidemment, avant de pouvoir s'assurer qu'on peut le mettre en place, il va y avoir ces réunions préparatoires qui ont été évoquées auparavant, qui sont de s'assurer déjà que la copropriété est bel et bien éligible au prêt copropriété. Alors, pour faire un petit rappel historique, depuis 2013, je crois, les prêts collectifs ont fait l'objet d'une loi qui s'appelle la loi Warsmann, qui s'est rattachée à la loi de 65, qui précise le cadre de mise en place d'un prêt collectif. C'est-à-dire que ce prêt collectif, désormais, il faut impérativement qu'à la convocation, que lors de l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale qui votera les travaux, toutes les typologies de prêts qui vont être nécessaires pour financer ces travaux soient bien inclus dans la convocation. C'est-à-dire que des modèles de contrats de prêt doivent être joints à la convocation à l'Assemblée générale pour que chacun d'entre vous, avant la tenue de celle-ci, pendant les environ 21 jours qui précèdent donc l'Assemblée générale, vous ayez le temps de lire ces documents absolument délicieux que sont des offres de prêt avec leurs conditions générales et particulières, mais surtout vous y trouverez les conditions financières qui sont quand même un point important pour que vous puissiez vous positionner et voter éventuellement donc ce prêt collectif lors de l'Assemblée générale. Alors, donc tout ça, ce sont des points qui sont vus avec le conseil syndical, le syndic, l'AMO, en amont de l'Assemblée générale. Si effectivement, et aujourd'hui, on le constate beaucoup dans la rénovation énergétique, la plupart des dossiers font l'objet de subventions collectives et individuelles. Du MaPrimeRénov' collectif accompagne la majorité des projets qu'on finance. Il y a aussi évidemment un point à vérifier, c'est est-ce que le prêt, les travaux sont-ils éligibles à tel ou tel type de financement? La copropriété est-elle saine? Donc ça a été abordé, hein, mais évidemment une copropriété qui serait en totale défaillance, qui aurait des comptes complètement, je dirais, dégradés et qui se retrouverait avec des problématiques de financement, enfin de dettes qui seraient vraiment structurelles. Ça va poser un souci puisque les organismes de cautionnement, notamment, qui cautionnent les prêts collectifs, vont fixer des règles, et la banque aussi, évidemment, des règles de risque au-dessus desquelles on ne pourra pas intervenir en prêt collectif. Donc ces points-là sont très très importants et structurants pour pouvoir guider quel type de financement on pourra envisager. Alors, vous pouvez revenir sur la slide précédente, je n'y suis pas encore. On a fait simple, on a, dans la présentation ici, on a une approche chez nous à la caisse d'épargne, ça revient c'était une offre qui était aussi déployée auparavant au Crédit Foncier pour ceux qui l'ont connu. On a une offre qui est tripartite, qui s'adresse à l'ensemble du besoin de la copropriété. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est s'assurer, au vu du coût des travaux de rénovation énergétique, c'est de s'assurer que le reste à charge soit le plus faible possible pour les copropriétaires. L'ardoise est assez salée, donc il faut essayer d'optimiser que le reste à charge soit le plus faible possible. Pour ce faire, je vais commencer par le bas, on a prévu un préfinancement de subventions publiques. Les subventions publiques sont des subventions qui sont versées en grande partie quand le chantier est terminé. Donc le syndic va devoir faire face à des travaux qui vont avancer, qu'il va falloir payer. Tant que ces subventions ne sont pas tombées, le syndic n'est pas en mesure de régler les entreprises. Donc nous proposons un crédit relais qui peut durer jusqu'à 36 mois.
il préfinance 100% des subventions publiques, collectives, et jusqu'à 70% des subventions individuelles qui peuvent être aussi importantes aujourd'hui avec ma prime rénov individuelle. Donc cette approche qui consiste à isoler cette partie subvention permet donc de définir, si je puis dire, ce qu'on appelle le reste à charge qui revient à chacun des copropriétaires et qui devra faire face et auquel il devra faire face auprès du syndic pour pouvoir pour faire en sorte que celui-ci boucle son Juste pour contrat. compléter, cette phase est payante. C'est en plus. On finance, mais le crédit est payant. C'est pas un crédit à taux zéro. On vous avance pas vos 10 000 euros gratuitement. C'est 10 000 euros plus l'intérêt. J'ai pas dit mon dernier mot. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, selon le type de travaux, si vous avez des subventions MaPrimeRénov', c'est que normalement vous êtes dans la rénovation énergétique et vous atteignez les plus de 35% de gains énergétiques. Et là, vous avez justement, mon premier merci pour les faits que vous me donnez, vous êtes éligible à l'éco-prêt à taux zéro copropriété qui effectivement a un taux 0%. Évidemment, le prêt, il faut le rembourser, mais vous avez tout de même un taux qui est à 0%. Et aujourd'hui, il est vrai que ce prêt-là constitue la grande part de notre production en prêt collectif. Depuis que les taux ont augmenté, les taux d'intérêt, hein, vous avez su, les 2 dernières années, on a eu un pic de taux, on a vu les effets sur la transaction dans l'immobilier. Eh bien, sur les prêts collectifs, nous avions, nous, une grosse part de notre production en prêt coprosan, dont j'évoquerai après les particularités. Aujourd'hui, la majorité de notre production est à prêt à taux zéro. C'est un éco-prêt à taux zéro copropriété qui peut aller alors j'ai mis plus loin des slides, mais on les verra après si nécessaire, ou du moins vous pourrez prendre le temps de les lire si elles sont transmises par l'organisation. Je pense que c'est le cas, donc on va peut-être pas y aller trop dans le détail. Mais vous pouvez aller potentiellement sur une performance globale jusqu'à 50 000 euros par lot de copropriété et remboursable sur 20 ans. Donc ça veut dire que quand on a isolé donc la partie subvention collective d'une part et qu'on finance le reste à charge sur 20 ans à 0%, alors oui, il faut rembourser, c'est vrai, mais ça nivelle, ça fluidifie tout de même le paiement de votre quote-part résiduel. Et je rappelle encore une fois que même si 20 ans peuvent faire peur, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de contrainte par rapport à cela. C'est un prêt qui est octroyé au syndicat, tout le monde y a droit, sous réserve évidemment de certains critères. Euh, Pour rappel, si c'est nécessaire, un prêt copro, c'est un prêt pour lequel il n'y a pas de solidarité. Il y a une caution qui cautionne, donc qui garantit le prêt et qui désolidarise les copropriétaires entre eux. Nous, depuis janvier 2024, on a apporté une particularité qui était très demandée par tant les copropriétaires que les syndics. On a mis en place un prélèvement sur le compte des copropriétaires. La particularité jusqu'alors de l'éco-prêt à taux zéro, qui est un produit qui a été mis en place en 2015, c'est qu'on était en prélèvement sur le compte du syndicat et qui était quelque chose pour lequel nos syndics étaient assez récalcitrants. Au vu de la lourdeur, je dirais qu'il y a dans la gestion et la vie d'un prêt collectif qui peut durer 20 ans, comme on le voit ici, nous, on se charge en tant que prêteur du prélèvement et de la vie du prêt, hein, comment dirais-je, les mutations de l'eau, les changements de RIB, ainsi de suite, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un crédit, les successions, nous les prenons en charge. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez apprécié, qui a permis également de vraiment développer l'éco-prêt aujourd'hui. On a vraiment une poussée très forte de ce produit. Enfin, pour ceux qui n'y sont pas éligibles ou pour les travaux qui ne seraient pas toujours seulement de rénovation énergétique, on a un prêt coprosan qui lui est assez connu, qui permet de financer tout type de travaux, mais aussi la rénovation énergétique pour ceux qui n'y sont pas, qui n'ont pas accès à l'éco-prêt à taux zéro, parce que ce n'est pas la résidence principale de l'occupant, pour différents critères. Ils ont accès à ce crédit et pour lequel il y a une souplesse qui est offerte, qui est celle du choix de durée pour chaque copropriétaire, hein. On peut aller de 3 à 20 ans, mais chacun va choisir la durée qui lui convient. Donc voilà, ça c'est le triptyque, si je puis dire, de montage aujourd'hui que l'on fait, sachant que l'éco-prêt à taux zéro, avec surtout les améliorations apportées en 2019 par les pouvoirs publics, je ne sais pas si vous vous souvenez des débats qu'il y avait eu autour de l'éco-prêt, mais il y avait ce qu'on appelle dans le jargon les travaux induits, et on s'était retrouvé avec des montages très complexes, par exemple, lorsqu'il y avait des garde-corps sur une copropriété qui devaient être retirés pour faire l'isolation de la façade.
il fallait financer le changement de ces garde-corps par un prêt qui était classique, un prêt de type coprocent. Donc vous vous retrouviez en tant que prêteur à mettre en place plusieurs lignes de prêt, parce que vous avez ce qui était éligible à l'éco-prêt, ce qui ne l'était pas. Le pouvoir public en 2019 a rajouté une tranche, nous a permis de majorer de 30% les travaux éligibles en financement. Ça permet d'intégrer dans le financement à taux zéro des travaux induits, ce qui permet de simplifier évidemment le montage qui est déjà assez lourd en soi, hein, puisque je vous rappelle, si vous étiez tous adhérents à Prêt Collectif, il faut que chacun d'entre vous complète des documents, fournisse une pièce d'identité, etc. Et bien souvent, malheureusement, il y a 10%, 20% des dossiers qui arrivent ou pour lesquels il manque des pièces qui sont importantes, et ce qui met une certaine lourdeur dans le traitement des prêts collectifs. Mais être rigoureux dans le traitement, dans l'adhésion, hein, qui doit se faire dans les 2 mois qui suivent la tenue de l'AG, vous avez 2 mois pour vous positionner, hein, pour voir si ailleurs vous trouvez d'autres solutions de financement plus intéressantes, mais 0%, parce qu'il est souvent assez rare d'en trouver. Vous avez 2 mois pour notifier au syndic le fait que vous allez participer au pré-copro et remplir les documents qui vous reviennent pour pouvoir faire en sorte que celui-ci, hein, le syndic est le pivot, hein, du dispositif, puisse envoyer un dossier complet avec l'ensemble des pièces, tant sur l'opération que sur les adhésions de chacun des copropriétaires. Mais l'adhésion est volontaire, vous n'avez pas d'obligation, bien évidemment. Alors, pour bien reprendre les choses, on va poser le schéma. 35% d'économie d'énergie, votre quote-part est de 30 000 euros. Un tiers de subvention, je fais très simple, c'est 10 000 euros qui seront subventionnés par le prépayant, parce que la subvention est versée en fin d'opération. Ça vos 10 000 euros vous coûteront, je ne sais pas, 11 000 euros, j'exagère, 10% d'intérêt, donc il vous coûte 1 000 euros de plus que les 10 000 euros empruntés, pour ceux qui en ont besoin. Pour le prêt à taux zéro, c'est génial cette année, surtout avec l'augmentation, on peut mettre, et là, il faut partir sur le plus long possible, emprunter le maximum, avoir un prêt à taux zéro pour de la rénovation de l'habitat, c'est génial, sachant que le jour où vous vendrez, succession, peu importe, ça sera soldé chez le notaire, il n'y aura aucun souci. Et ça, c'est vraiment l'opportunité 2024 qui est extraordinaire, parce que maintenant, on a l'extension aux travaux induits, parce que souvent dans les estimations des DPE, ils oubliaient les travaux induits, ils vous font du mètre carré en l'isolant, mais ils oublient le déplacement des garde-corps, le déplacement des gouttières, les étanchéités qu'il faut reprendre, le toit qu'il faut réagrandir. Il y a tout un tas de choses que souvent, dans les estimations, ils avaient oublié. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité. Et ce montage-là, il faut bien en avoir conscience au niveau du conseil syndical. Et il y a quand même le reste à charge, parce que le reste à charge, c'est quand même les 20 000 euros, certes à taux zéro, mais il faut bien les payer sur 20 ans. Ça veut dire qu'il faut aussi entendre dans la copropriété qu'en plus des charges trimestrielles qui vont tomber, chacun a ou pas son prêt sur 20 ans pour financer les travaux qui sont faits. Il ne faut pas oublier ça. Il peut y avoir le moteur de l'ascenseur qui tombe en panne. Il peut y avoir les portes de parking qui tombent en panne. Il peut y avoir les changements de tous les interphones et des J-codes et tout un tas de choses, ou de la rénovation de cages d'escalier à l'intérieur, tout ça. Tout ça, ça sera en plus. C'est dans aussi l'équilibre financier ultérieur de la copropriété. Il faut bien en avoir conscience. Ah, tout à fait, il faut le prendre en compte, et c'est un point sur lequel on ne passe pas sans en parler justement aux copropriétaires. Et vous le savez, parce que vous avez déjà mené des projets ambitieux, on n'en a pas parlé, mais on a un outil de communication qui est très fort, ce sont les plans de financement. Et ces plans de financement, lorsqu'on les communique aux copropriétaires, tout le coût du projet, donc y compris la charge d'intérêt, sont annoncés aux copropriétaires. Mais l'idée, évidemment, c'est que, encore une fois, que lorsque lorsqu'il faut prendre une décision en assemblée générale, il faut que les copropriétaires sachent exactement ce qu'on leur demande et quelle est l'implication de la décision qu'ils prendront. Je pense là, on passe aux questions. Il me semble. Tu avais des choses à dire ? Juste, peut-être pour finir. Comment ? Oui, comment ? Il y a juste la dernière, peut-être que je voulais voir. Et on n'avait pas répété avant, mais juste une deuxième opportunité. On n'est pas à 10% en préfinancement, on est à moins de 4. Donc, je donne un exemple. Effet waouh, merci beaucoup. À une époque, ils étaient à 1%. Hein. Ouais. La dernière slide, je ne sais pas si c'était possible, c'était juste un rappel, il y avait un graphique, hein, je trouve que les graphiques sont plus parlants, voilà, c'est celui-ci. Pour terminer, nous, sur une opération de rénovation énergétique, on ouvre un compte dédié à la copropriété, c'est un compte travaux,
Pour expliquer comment cela fonctionne, tous les fonds propres des copropriétaires ou de la copropriété les copropriétaires qui ne passent pas par le prêt, ou les fonds propres dont dispose la copropriété doivent être versés sur ce compte. On déverse les prêts, qu'ils soient copro 100 ou éco-PTZ comme on l'a vu, et on finit de payer les travaux avec le préfinancement de subventions publiques. Donc ça veut dire que tout est sanctuarisé sur un compte, ce qui permet vraiment de sécuriser l'opération. Nous, on a des obligations évidemment vis-à-vis du SGF-Gaz, qui est l'organisme d'État qui contrôle les éco-prêts à taux zéro, et on doit s'assurer de la bonne finalisation du chantier. Bon, madame est partie, mais c'est vrai que son cas de figure où elle était en dessous de 35% est assez délicat. Je ne sais pas, je crois que je ne l'ai pas, heureusement pas vécu encore, mais globalement, on est contrôlé sur nos dossiers. Il y a un formalisme qui est très important, et c'est vrai qu'avec ce dispositif sécurisant, on arrive à avoir des opérations qui tournent toutes parfaitement bien et qui permettent de répondre complètement au financement de l'opération. Voilà. Je pense qu'on va passer au temps de questions. Alors en fait, moi j'aurais deux questions. J'ai du mal à voir l'articulation qu'il y a entre le projet pluriannuel de travaux et ce plan de rénovation globale. J'arrive pas à voir comment il se coordonne. Et puis j'ai une deuxième question, c'est que dans une copropriété, nous allons avoir un mur isolé par l'extérieur, l'autre en isolation simple parce qu'on n'a pas obtenu, il a une valeur patrimoniale. Et donc nous avons un copropriétaire qui a remis au conseil syndical une lettre disant qu'en fonction d'un article qu'il cite, en proportion le coût des travaux à sa charge serait proportionnel aux avantages qui résultent des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires. Et ça, c'est une information qu'il a obtenue à l'ARC. Donc, si vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit. Merci. Bon, alors là, c'est une question. Alors, la fin de la question, une question juridique. La participation serait en proportion de l'avantage. C'est parce que les travaux d'amélioration de l'immeuble doivent effectivement être répartis en fonction de l'avantage pour chaque lot. L'avantage, il s'agit d'une amélioration, donc c'est quelque chose qui n'existait pas à l'origine de la copropriété, quelque chose qu'on va créer, une transformation de l'immeuble. Et donc, pour cela, le législateur a prévu que on devait créer une clé de répartition de ces travaux en fonction de l'avantage pour le lot. Et donc, évidemment, il peut y avoir des discussions sur la notion d'avantage, etc. Bon, il faut créer effectivement une clé de répartition. Monsieur Garrigos, vous voulez... C'est le cas typique du pignon. Moi, je suis au milieu, je m'en fous. Ceux qui sont sur la gauche du pignon, ça les intéresse. Ça n'y était pas, c'est un nouvel élément d'équipement. En théorie, on doit le faire voter en assemblée. Et par cette astuce juridique, qui pour moi est plutôt un handicap, en France on essaye d'être tous solidaires, sauf en copropriété, c'est chacun pour soi, et je peux vous le démontrer, on se retrouve à faire ça, mais je vous laisse faire l'Assemblée Générale, c'est la seule fois où j'ai pas envie d'y aller, parce que tout le monde s'engueule. C'est très simple, on additionne les lots et on fait juste une simple addition. Bâtiment A, lot 17, il attend, lot 18 en dessous, et ainsi de suite. On additionne, on arrive sur 588. Avant, on était sur 1000, on est sur 588. Et les travaux de 20 000 euros seront divisés, si c'est voté, si c'est fait comme ça, sur 588. Mais bonjour à la solidarité dans la copropriété après. Je vous laisse voir les échanges des gens dans l'ascenseur pour discuter entre eux. Alors, le PPT, c'est un plan pluriannuel de travaux. Alors déjà, premièrement, il ne faut pas confondre le projet de PPT, qui est une liste de travaux qui sont proposés par des professionnels. Ça, vous avez à peu près tous fait cela, ou pour les plus petites copropriétés, ça sera l'année prochaine. Donc là, vous avez des professionnels qui interviennent et qui vous disent, voilà, votre immeuble, thermiquement, il fait ça. Architecturellement, il y a ça et ça à faire. Et ensuite, ils classent les travaux en fonction de leur degré d'urgence, d'importance, etc. Bon, ça, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux. Après le projet, on vient en Assemblée Générale et le syndic présente la chose avec les professionnels. Et là c'est l'Assemblée Générale qui va décider ce qu'elle décide comme plan. Et là, c'est le plan voté. Le plan voté, c'est le PPT
plan pluriannuel de travaux, où on va dire, ben voilà, en fonction du rapport ou en fonction des désirs des copropriétaires, parce que vous n'êtes pas obligé de suivre non plus les préconisations, même si c'est utile, eh bien, on va décider qu'on fait le toit dans 2 ans, qu'on fait le ravalement dans 5 ans, ou alors qu'on fait rien du tout. Enfin voilà, chacun en assemblée générale, les priorités seront définies. Évidemment, ça sera proposé par le conseil syndical et réfléchi avant. Voilà. Donc le PPT, c'est qu'est-ce qu'on se met comme programme de travaux. Et pour la rénovation globale, évidemment, ça suppose que votre projet soit de mettre quasiment tous les travaux en même temps. Plus ou moins. En tout cas, il y a des choix à faire et c'est justement l'étude de faisabilité qui doit le déterminer. Lorsqu'on a des travaux qui ont été votés, donc, et certains copropriétaires ont voté contre, il existe un projet de loi qui permet aux gens qui ont voté contre de payer 1/10 sur 10 ans, en 10 annuités. Est-ce qu'il y a des conditions à ça? C'est l'article 33 d'une loi, je ne sais plus quoi, du 10 juillet 65. Est-ce qu'il y a des conditions à payer en 10 annuités et quel est l'avantage par rapport au prêt coprosan? Alors, d'abord, c'est une loi qui est en vigueur, hein, ce n'est pas un projet de loi. C'est dans la loi du 10 juillet 65 sur la copropriété. Effectivement, quand il y a une amélioration de l'immeuble, comme ça ne faisait pas partie du contrat de départ de la copropriété, un copropriétaire peut, en le notifiant au syndic dans les 2 mois après le vote de la décision, demander l'étalement sur 10 ans du paiement de ses travaux pour une amélioration ou transformation de l'immeuble. Il n'y a pas de... La condition, c'est que ça doit être une amélioration ou transformation. Si c'est des travaux d'entretien, il ne peut pas faire ça. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas gratuit. Il ne s'agit pas d'étaler pendant 10 ans à taux zéro, là, pour le coup. Là, vous devez payer un intérêt tous les ans sur ce différé de paiement. Et cet intérêt n'est pas forcément intéressant. Hein. Alors, je préciserai même, c'est pas pour le thermique. Ce sont des travaux d'amélioration. Vous mettez une très belle piscine. Voilà. Vous mettez un ascenseur. À la rigueur, on pourrait en jouer 125. C'est dans l'intérêt de la sécurité des biens ou des personnes pour pouvoir monter les personnes âgées. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose de nouveau et pas indispensable. Voilà. Donc, si par exemple, vous rajoutiez une piscine en haut, il pourrait demander son étalement sur 10 ans. Sur le thermique, il va se faire coincer, il paiera comme tout le monde. Bonjour et merci pour vos interventions à chacun d'entre vous. J'ai une question pour le représentant de la Caisse d'épargne Île-de-France. Je voulais savoir si tout ce que vous aviez exposé concernait uniquement la Caisse d'épargne Île-de-France ou c'était la Caisse d'épargne. C'est une très bonne question. On est aujourd'hui de portée nationale. C'est-à-dire que la Caisse d'épargne de France finance toutes les copropriétés sur tout le territoire national. Mon service est national. Après, il y a un projet qui va se mettre en œuvre dans les mois, années qui viennent, de redescendre des activités autour de chaque caisse d'épargne. Mais il y a une couverture nationale. Oui, pardon, oui. La question comme souffle, est-ce que ça nécessite d'ouvrir un compte à la caisse d'épargne pour Pas les... du tout. Non. Pas du tout. C'est pour ça que les agences caisses d'épargne n'ont pas toujours d'ailleurs connaissance de l'existence même de ce service. On a un service complètement à part, avec des chargés d'affaires dédiés. Enfin, vous aurez peut-être mes coordonnées à la suite si jamais vous aviez besoin de contact. Mais on a des chargés d'affaires répartis sur toute la France, en Île-de-France, dans les plus grandes villes de province, et qui sont dédiés à cette activité. Mais c'est vrai que nos équipes sont en relation essentiellement avec les syndics de copropriété et de plus en plus les AMO, comme Énergie Pulse, avec lesquels on travaille beaucoup. Mais globalement, les syndics sont assez... nous connaissent, ça dépend. Enfin, ça dépend. On n'a pas la prétention de couvrir 100% du territoire. Bonjour et merci pour toutes ces interventions. J'ai une petite question, ou plutôt une grosse question en réalité, ou 3 questions en une, je ne sais pas, sur les autres aides, parce qu'on parle souvent de ma prime rénov copropriété. Est-ce qu'on pourrait dire un mot des certificats d'énergie, des aides par les caisses de retraite? J'ai lu que ça pouvait exister éventuellement.
Et de MaPrimeRénov', logement décent pour les bâtiments qui ont des problèmes sur les balcons, par exemple, je sais pas, j'ai lu que ça pouvait concerner les syndicats de copropriétaires. MaPrimeRénov', logement décent. Alors, vous avez au fait... Il y avait une aide du coup supérieure, autour de 50%, du coup, plus intéressante, et potentiellement sans prendre en compte les 35% d'économie d'énergie. Moi, j'avoue, j'en ai pas connaissance. Oui, c'est ça. J'en ai pas connaissance au niveau de la copropriété. Ce que vous évoquez, je pense, sur ce dernier point, ce sont des aides individuelles, effectivement, qui peuvent exister, mais qui ne rentrent pas, à ma connaissance, dans le cadre de MaPrimeRénov'. Alors, pour faire simple, hein, vous avez soit la copropriété qui a une aide, soit vous faites le montage à titre individuel. Vous pouvez faire des montages à titre individuel parce qu'il y a toujours le premier niveau et après en fonction des revenus. Si on a la prime Rénov' sur la copropriété, vous ne pouvez pas cumuler de l'autre côté avec des aides individuelles pour certaines positions dans votre logement pour d'autres travaux. Par contre, si on fait des travaux, on n'obtient pas les 35%. Ça, c'est l'astuce aussi. Ben, changez vos fenêtres, changez votre chaudière, faites compléter vous-même des travaux et cumulez votre dossier individuel. Vous allez avoir 15-20% et peut-être 15-20% sur la copropriété. Les deux réunis, vous arrivez aux 35%. Vous montez à titre individuel votre dossier MaPrimeRénov'. Alors c'est pas tout à fait aussi simple. Je schématise, voilà. C'est parce que les aides collectives, justement, MaPrimeRénov' copropriété, ont pour particularité de financer les travaux en partie commune. Et donc, lorsqu'on bascule sur des financements individuels, ces travaux en partie commune ne peuvent pas être intégrés justement dans les enveloppes d'aide. Là, on rentre dans des considérations très très techniques. Juste, je réponds à votre question. Il y a effectivement d'autres subventions. Il y a des aides comme les certificats d'économie d'énergie, donc là qu'on retrouve partout en France, y compris hors métropole, qui sont tout aussi intéressantes, mais qui sont peut-être un peu moins spectaculaires, on va dire, que MaPrimeRénov' copropriété. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu moins. Mais vous avez raison, et ces aides existent, elles peuvent être plus ou moins importantes, et elles peuvent d'ailleurs non, mais elles peuvent en tout cas réduire effectivement le reste à charge des copropriétaires. Oui, je précise tout de même qu'on ne préfinance pas les C2E qui arrivent après la fin des travaux. Hein. Je crois que c'est même plusieurs mois après la fin des travaux. Donc ça vient en plus, mais on ne préfinance pas. On n'a pas de notification. Non plus. Ouais. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions dans les trois questions. Oui, merci, bonjour. Je suis président d'un conseil syndical à Montreuil, en banlieue parisienne. On avait le projet de renouveler notre système de chauffage, comme c'est un immeuble ancien, de passer du fioul au gaz. Et à l'époque, on s'était posé la question d'un prêt coprosan. Et notre syndic nous avait dit à l'époque, ça fait 2-3 ans, que les délais d'instruction étaient rédhibitoires. Donc, c'est une question pour le monsieur de la Caisse d'épargne. Quels sont les délais, en supposant que le dossier soit complet, soit bien, que voilà. Quels sont les délais? Est-ce que c'est toujours plus près d'1 an que de 6 mois? Et parce que dans un projet comme ça, la question délai est quand même importante, surtout si la chaudière est tombée en rade. Oui. Alors, la réponse, c'est entre 1 mois et 3 ans. Bon, je vous dis ça, je plaisante, mais en fait, tout dépend, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Un dossier complet, et c'est là la difficulté des dossiers collectifs, c'est que ça nécessite une rigueur de complétude. Il y a une liste de pièces, si vous voulez, qui est envoyée avec un dossier, et bien malheureusement, aujourd'hui, je refaisais un état d'ailleurs de la situation pas plus tard qu'hier, une grande majorité des dossiers sont extrêmement incomplets et nécessitent beaucoup d'allers-retours avec le syndic, qui le copropriétaire, qui l'entreprise RGE, quand on parle des copros à taux zéro, et en fait, on a des grosses difficultés à faire compléter les dossiers. Alors évidemment, il y a des solutions à cela, il y a des solutions qu'on a travaillées et qui sont en train de se mettre en place, et notamment, j'ai de grands espoirs dans la digitalisation des parcours d'adhésion auprès collectif. Ça va véritablement, je dirais, répondre à cette problématique de délai. Mais également, il va falloir qu'il y a certains délais. Bon, en coprosan, ce n'est pas trop le cas, mais sur certains dossiers, notamment en rénovation énergétique, on est assujetti à des délais
qui peuvent être ceux, par exemple, de la notification de ma prime rénov', qui peut avoir dans certaines régions du 9 mois de retard. Enfin, on a des cas comme ceci, où nous, en tant que dernier maillon de la chaîne du financement, on est souvent, c'est vrai, un petit peu montré du doigt comme celui qui prend beaucoup de temps. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait chez nous. On a effectivement une problématique presque de quantité de dossiers au vu de je dirais, de la poussée de la rénovation énergétique en France, qui est plutôt une bonne nouvelle, et pour laquelle on va mettre des moyens qui sont en train de se déployer. Mais évidemment, il faut qu'on arrive à tous agir entre la complétude d'une part et chez nous, la modernisation en cours dans le traitement des dossiers. Mais non, un dossier complet, ça peut véritablement... On a certains qui ont pu se mettre en place, s'ils nous sont envoyés dans les délais, par exemple, de 1 mois après le retour des copropriétaires, ils peuvent se mettre en place très rapidement, s'ils sont complets. Ce sera la dernière question. Merci. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir comment est mesuré le gain énergétique de 35%, surtout dans un immeuble à chauffage individuel. Alors, je ne rentrerai pas dans la technique pour une raison simple, c'est que je ne la maîtrise pas. On n'est pas thermicien, on n'est pas bureau d'études. Mais justement, il y a une étude qui doit être faite et cette prestation doit être prévue parmi justement les prestations qu'il faut solliciter en préparation du projet et pour mener le projet. Donc ce sont des thermiciens, c'est des diagnostiqueurs, ce sont des professionnels qui doivent du coup intervenir pour mesurer les gains sur les consommations d'énergie. Voilà. Vous avez des stands, peut-être rappeler à quel endroit Je vous vous donne êtes. juste une astuce pour les crédits. Souvent, pour les aider, en tant que syndic, on est vraiment le maillon intermédiaire. L'appartement est au nom de monsieur et madame. Envoyez un RIB au nom de monsieur et madame, pas au nom de monsieur, même si c'est monsieur qui paye depuis 20 ans. La subvention est accordée au nom de madame. Envoyez des cartes d'identité valables, pas qui ont été périmées depuis 20 ans. Et quand vous êtes propriétaire, usufruitier, n'oubliez pas qu'il faut l'accord de tous les nus propriétaires. Alors quand il y en a qui sont en Nouvelle-Zélande, l'autre au Canada et le dernier en Afrique du Sud, il me faut les accords de tout le monde. Et souvent, c'est pas la banque qui a les pieds dans la boue. C'est les copropriétaires qui n'envoient pas les bons documents et qui ne lisent pas. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci, on peut les applaudir pour leur intervention. Merci, chers conférenciers.